Les éditions Sixtreed, avec l'aimable autorisation des éditions Fayard, présentent Mort d'un expert de P.D. James, interprété par Marc-Henri Boisse. Livre 1. Sur les lieux d'un crime. Lorsque le téléphone sonna, il était très exactement 6h12. Il avait d'instinct noté l'heure au cadran lumineux de son réveil électrique avant d'allumer la lampe de chevet une seconde après avoir entendu et fait taire le timbre rauque du téléphone. Il lui laissait rarement le temps de sonner plus d'une fois. Et pourtant, à chaque fois, il craignait que l'appel n'eût réveillé Nell. Son correspondant était familier, le message aussi. C'était l'inspecteur Doyle. La voix, dont le vague accent irlandais était quelque peu intimidant, lui parut si proche, si claire, qu'il aurait pu croire Doyle avec sa silhouette massive, debout à côté de son lit. « Doc Harrison ?» La question était superflue. À une heure aussi matinale, dans cette maison à moitié vide, qui d'autre aurait pu décrocher? Il ne répondit rien, et la voix poursuivit. « On vient de trouver un cadavre. Dans un terrain vague, une marnière, à 1,5 kilomètre au nord-est de Middlington. Une fille, étranglée, semble-t-il. Il ne devrait pas y avoir de problème, mais comme c'est tout près... C'est bon, je viens. » Doyle n'exprima ni soulagement ni gratitude, évidemment. Quand on faisait appel à lui, Harrison était toujours prêt à se déplacer. Il était certes payé pour ça, et bien assez. Mais ce n'était pas la seule raison pour laquelle il se montrait consciencieux jusqu'à l'obsession. D'ailleurs, il avait le sentiment que Doyle aurait eu plus de respect pour lui s'il n'avait pas toujours été aussi accommodant. Et lui-même s'en serait respecté davantage. « C'est sur la A142, au premier tournant après Gibbet Cross. J'ai posté un homme sur le bord de la route. » Il raccrocha, mit les jambes hors du lit et nota avant de les oublier les indications qu'il venait de recevoir. Une marnière. Cela signifiait sans doute de la boue, surtout après la pluie d'hier. La fenêtre était légèrement ouverte. Il la remonta tout à fait, furieux de l'entendre grincer, et mit la tête à l'extérieur. L'odeur riche de marais si caractéristique des Fens le saisit tout entier, à la fois lourde et fraîche. La pluie avait cessé et le ciel était un tumulte de nuages gris où la lune automnale, maintenant presque pleine, semblait se démener comme un fantôme ivre. Il franchit en esprit les digues et les champs désolés qui s'étendaient jusqu'au sable décoloré du Wash et à la mer du Nord, dont la senteur iodée lui parut un instant parvenir jusqu'à lui. Là-bas, quelque part dans l'obscurité, un corps gisait au milieu d'un décor évoquant une mort violente. Il pouvait sans difficulté imaginer la scène. Les hommes dont les silhouettes noires se découpaient dans la lumière des lampes à arc, les voitures de police soigneusement garées, l'agitation, les phrases sans suite jetées dans l'attente de son arrivée, déjà ils devaient consulter leur montre pour voir combien de temps il leur restait à patienter. Après avoir précautionneusement fermé la fenêtre, il mit un pullover et enfila un pantalon par-dessus son pyjama. Puis il prit sa torche, éteignit la lampe de chevet, passa dans le couloir et descendit au rez-de-chaussée d'un pas prudent, restant tout près du mur pour éviter de faire grincer les marches. Aucun bruit ne lui parvenait de la chambre d'Eleanor, située à l'arrière de la maison. Mentalement, il parcourut les quelques 20 mètres et monta les 3 marches qui l'en séparaient. Âgé de 16 ans, sa fille avait le sommeil léger et semblait particulièrement sensible à la sonnerie du téléphone. Mais elle ne devait pas avoir entendu. Quant à William, il n'avait pas besoin de s'inquiéter pour lui. Il avait 3 ans, et une fois endormi, ne se réveillait jamais avant le matin. Ses pensées comme ses gestes obéissaient à la routine. Il était très fidèle aux habitudes. Il se rendit d'abord dans la petite salle d'eau située près de la porte de derrière, où l'attendaient ses bottes de caoutchouc et les grosses chaussettes rouges, qui demeuraient toujours à l'intérieur,
comme une paire de pieds amputés. Retroussant ses manches au-dessus du coude, il commença par se laver les mains et les avant-bras, puis se passa la tête sous l'eau. Il répétait ses ablutions quasi rituelles avant comme après chaque affaire. Depuis longtemps, il ne se demandait plus pourquoi. Il éprouvait le besoin de le faire pour se rassurer comme on accomplit un rite religieux. Il fallait d'abord qu'il s'asperge dans un geste de consécration, puis qu'il se lave à fond pour obtenir l'absolution, comme si, en même temps que son corps, c'était son esprit qu'il débarrassait des traces et de l'odeur laissée par son travail. Il se redressa pour prendre une serviette et vit dans le miroir éclaboussé un visage qui lui fit penser à celui d'un noyé, les traits déformés, la mâchoire affaissée, les yeux gonflés à demi cachés par des mèches de cheveux noirs et brillantes. La mélancolie du petit matin le saisit. Il songea. La semaine prochaine, j'aurai 45 ans et qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai? Cette maison, 2 enfants, un mariage raté et un travail que j'ai peur de perdre parce que c'est le seul domaine où je peux croire que j'ai réussi. Le vieux presbytère, hérité de son père, était sans hypothèque. Il ne pouvait pas en dire autant de sa vie. L'amour ou son absence, le besoin croissant qu'il en éprouvait depuis que l'espoir terrifiant était soudain réapparu, tout cela n'était qu'un fardeau. L'angoisse, c'était partout, et le guettait jusque dans son travail, le domaine où il se sentait le plus en sécurité. Tandis que doigt par doigt, il s'essuyait les mains, la vieille inquiétude familière lui revint, pesante comme une tumeur. Il n'avait pas encore été nommé pathologiste en chef en remplacement du vieux docteur Stoddart, ce dont il avait très envie. La nomination officielle ne lui vaudrait pas plus d'argent. La police avait déjà recours à ses services et le payait généreusement pour chaque affaire. Grâce à cela, et aux honoraires qu'il touchait pour ses autopsies, il avait un revenu qui expliquait en partie pourquoi ses collègues du service de pathologie de l'hôpital général du district non seulement l'enviaient, mais supportaient mal les absences imprévisibles occasionnées par son travail pour la police, les longues journées passées au tribunal, l'inévitable publicité. Oui, cette nomination lui semblait importante. Si le ministère de l'Intérieur s'adressait ailleurs, il lui serait difficile de continuer à justifier auprès de la direction locale de la santé publique son arrangement particulier avec la police du coin. Mais il n'était pas sûr qu'on veuille de lui. Il se savait un bon médecin légiste, de toute confiance, professionnellement plus que compétent, méticuleux jusqu'à la maniaquerie, un témoin convaincant, pratiquement incollable. Lorsqu'on l'appelait à témoigner, la police savait bien qu'aucun contre-interrogatoire ne risquait de faire chanceler l'édifice de ses preuves soigneusement accumulées. Mais il craignait parfois qu'on le trouvât trop scrupuleux. Il n'avait pas l'esprit de camaraderie, le mélange de cynisme et de machisme qui faisait le succès de Stoddart. Si l'on devait se passer de lui, on ne le regretterait guère, mais il doutait beaucoup que l'on se mît en 4 pour garder ses services. La lumière du garage était aveuglante. La porte bascula sans difficulté et la lumière se répandit sur le gravier et les bords mal entretenus de la pelouse argentée. Heureusement, elle ne pouvait réveiller Nell. Sa chambre donnait de l'autre côté de la maison. Avant de mettre le moteur en marche, il étudia la carte. Muddington. La ville était à la limite de son secteur, à moins de 30 kilomètres en direction du nord-ouest. Avec un peu de chance, le trajet ne lui prendrait pas une demi-heure. Si l'équipe du laboratoire était déjà là et Lorimer, le biologiste en chef, ne manquait aucun homicide à moins d'un empêchement, il n'aurait sans doute pas grand-chose à faire. En restant, mettons, 1 heure sur les lieux, il serait de retour avant que Nell ne se réveille, en sorte qu'il n'aurait pas besoin de lui dire qu'il avait dû sortir. Il éteignit la lumière du garage. Précautionneusement, comme si la délicatesse de son geste allait rendre le moteur moins bruyant, il actionna le démarreur. La Rover s'avança lentement dans la nuit. Debout derrière les rideaux de la fenêtre du palier, abritant d'une main la flamme de la bougie, Eleanor Kerrison vit soudain s'allumer les feux arrière de la Rover, tandis que celle-ci s'arrêtait à la grille avant de tourner à gauche, puis de disparaître à sa vue.
Elle attendit d'être certaine qu'elle n'apercevait plus la moindre trace de phare, après quoi elle se détourna et se dirigea vers la chambre de William. Elle savait qu'il serait endormi. Il était gourmand de l'oubli que lui procurait le sommeil. Et tandis qu'il dormait, elle savait qu'il était en sécurité, à l'abri de toute inquiétude. À l'observer alors, elle éprouvait une joie si douce, faite de tendresse et de pitié, que, prise entre la peur de ses pensées et celle des cauchemars que le sommeil pouvait lui apporter, il lui arrivait d'emmener son bougeoir dans la chambre de l'enfant et de passer 1 heure ou davantage blotti à côté de son lit, les yeux fixés sur son visage paisible, oubliant peu à peu sa propre agitation. Bien qu'elle sût qu'il ne s'éveillerait pas, elle abaissa la poignée de la porte avec autant de prudence que si elle risquait d'exploser. La lumière de la lune, qui tombait droit sur elle à travers la fenêtre sans rideau, rendait désormais la bougie inutile. Emmailloté dans un pyjama sale, William dormait comme d'habitude, étendu sur le dos, les 2 bras au-dessus de la tête penchés sur le côté, comme si le cou où elle voyait battre son pouls était trop faible pour la porter. Ses lèvres étaient légèrement entr'ouvertes, mais elle ne le voyait ni ne l'entendait respirer. Tandis qu'elle l'observait, il ouvrit brusquement les yeux, tourna vers elle un regard aveugle et les referma aussitôt, offrant à nouveau l'apparence de la mort. Elle ferma doucement la porte, regagna sa chambre, se drapa dans son édredon puis se dirigea vers le haut de l'escalier. L'imposante balustrade de chêne plongeait dans les ténèbres de l'entrée, d'où lui parvenait le tic-tac de l'horloge, aussi anormalement sonore et menaçant que celui d'une bombe à retardement. L'odeur de la maison lui monta aux narines. Une aigre odeur de thermos mal lavé où flottaient les tristes relents de lourds repas ecclésiastiques. Posant son chandelier contre le mur, elle s'assit sur la marche supérieure de l'escalier, s'emmitoufla frileusement dans l'édredon et laissa son regard errer dans les ténèbres. Sous ses pieds nus, le tapis de l'escalier lui paraissait grumeleux. Jamais Miss Willard n'y passait l'aspirateur sous prétexte que son cœur ne lui permettait pas de le porter de marche en marche et son père paraissait insensible au mauvais entretien, à la saleté de la maison. C'est vrai qu'il y était si rarement. Parfaitement immobile dans les ténèbres, elle se mit à penser à lui. Peut-être était-il déjà sur les lieux du crime. Tout dépendait de la longueur du trajet qu'il avait à faire. Si l'endroit se trouvait à la périphérie de son secteur, peut-être ne rentrerait-il pas avant midi. Mais ce qu'elle espérait, c'est qu'il revienne avant le petit déjeuner, qu'il la trouve là, blottie au haut de l'escalier, épuisée par l'attente, effrayée par la solitude où il l'avait laissée. Il sortirait doucement de la voiture, laisserait la porte du garage ouverte pour ne pas risquer de la réveiller en la fermant, et entrerait comme un voleur par la porte de derrière. Elle entendrait l'eau couler dans le cabinet de toilette du rez-de-chaussée, ses pas sur le carrelage de l'entrée. Puis, il lèverait les yeux et la verrait. Il monterait l'escalier en courant, partagé entre son inquiétude pour elle et sa crainte de déranger Miss Willard, le visage brusquement vieilli par la fatigue et l'anxiété, tandis que ses bras se refermeraient autour de ses épaules frissonnantes. « Nell, chérie, depuis quand es-tu là? Tu n'aurais pas dû te lever, tu vas attraper froid. Viens, ma fille, tu n'as plus rien à craindre maintenant. Allez, je vais te remettre au lit et tu vas essayer de dormir encore un peu pendant que je prépare le petit déjeuner. Je le monterai sur un plateau d'ici 1/2 heure, ça te va? » Et il la reconduirait dans sa chambre, tout en la cajolant, tout en la rassurant, tout en faisant semblant de ne pas avoir peur, peur qu'elle se mette à appeler sa mère, que Miss Willard ne vienne, geignarde et culpabilisante, se plaignant qu'elle avait besoin de son sommeil, peur que tout finisse mal, et qu'ils doivent se séparer de William. Elle savait bien qu'il adorait William, qu'il ne supporterait pas de le perdre. Et pour garder William, pour empêcher le tribunal d'en donner la garde à maman, il fallait qu'elle-même reste là pour s'occuper de lui. Elle se mit à penser à la journée qui l'attendait. C'était un mercredi, un jour gris. Pas un jour noir comme ceux où elle ne voyait pas son père du tout, mais pas un jour doré comme le dimanche où, à moins d'un travail imprévu, il était presque toujours là.
Immédiatement après le petit déjeuner, il irait à la morgue faire l'autopsie du corps et celle des morts de l'hôpital, des vieux, des suicidés, des victimes d'accidents. Mais le corps serait probablement le premier. Priorité au meurtre. Au labo, c'est ce que tout le monde disait. Sans vraie curiosité, elle se demanda ce que, en ce moment même, il était en train de faire au cadavre inconnu, jeune ou vieux, de sexe masculin ou féminin. Quoi qu'il fasse, le corps n'en saurait rien, ne sentirait rien. Les morts n'avaient plus rien à craindre, et l'on n'avait plus rien à craindre d'eux. Les vivants seuls pouvaient faire mal. Et soudain, 2 ombres bougèrent dans les ténèbres de l'entrée, et elle entendit la voix de sa mère haut perchée, tellement inhabituelle qu'elle était effrayante, une voix tendue, cassée, étrangère. « Toujours ton travail, ton sacré travail. Là, tu es parfait. Mais tu n'as pas le courage d'être un vrai médecin. Il a suffi qu'un jour tu te trompes de diagnostic et tu as laissé tomber. Les corps vivants, le sang qui coule, les nerfs qui sentent, c'était trop pour toi. Tu es juste bon à disséquer les morts, hein? Là, tu te sens bien. Tu te sens à la hauteur. Et puis on te respecte, on a besoin de toi, on t'appelle le jour, la nuit, la police te fait des courbettes. Qu'est-ce que ça peut faire que moi je croupisse dans ce patelin avec tes enfants? Tu ne me vois même plus. Je t'intéresserais bien plus si j'étais morte, si tu devais t'occuper de mon cadavre. Là, tu serais bien forcé de faire attention à moi. » Puis, le bredouillement défensif de son père, sa voix désespérée, pitoyable. Elle était cachée dans l'obscurité et elle aurait voulu crier « Ne lui réponds pas comme ça! Ne prends pas ce ton de victime! C'est cette attitude-là qui fait qu'elle te méprise. » Ces mots, à peine audibles, lui parvenaient par bribes. « Mais qu'est-ce que tu veux? C'est mon travail. C'est tout ce que je sais faire. Et je le fais comme je peux. » Puis, plus clairement, « C'est grâce à ça qu'on vit. »« Pas à moi, non. Pour moi, c'est fini. » Et le brusque claquement de la porte. Le souvenir était si vivant qu'elle crut entendre réellement la porte se refermer. Elle se mit debout, serrant les dredons autour d'elle, prête à les appeler. Mais elle vit alors que l'entrée était vide. Il n'y avait personne, rien qu'un rayon de lune filtrant à travers le vitrail de la porte d'entrée, rien que le tic-tac de l'horloge, la masse sombre des vêtements suspendus dans le vestibule. Elle se rassit. Et puis elle se souvint. Elle avait quelque chose à faire. Elle glissa la main dans la poche de sa robe de chambre et en retira précautionneusement la figurine en pâte à modeler représentant le docteur Lorimer. Elle l'approcha de la bougie, et constatant qu'elle était intacte, elle ôta les peluches qui s'y étaient fixées, redressa les membres légèrement déformés, remit en place quelques-uns des fils noirs figurant les cheveux. La blouse blanche confectionnée avec un vieux mouchoir était particulièrement réussie, songea-t-elle. Dommage qu'elle n'ait pas disposé d'un mouchoir à lui, de cheveux à lui. La figurine représentait davantage que le docteur Lorimer qui l'avait maltraité, qui avait maltraité William, qui les avait pratiquement jetés hors du laboratoire. Elle représentait le laboratoire tout entier. Maintenant, elle allait la tuer. Doucement, elle tapa la tête contre la balustrade. Mais le visage ne fit que s'aplatir, perdant les traits qu'elle avait voulu lui donner. Elle le remodela patiemment, puis l'approcha de la flamme. Mais l'odeur était désagréable, et elle eut peur que la blouse ne prenne feu. Elle enfonça alors l'ongle de son petit doigt juste derrière l'oreille gauche. La coupure était nette, s'ouvrant jusqu'au cerveau. Voilà qui était mieux. Elle poussa un soupir de soulagement. Puis, prenant le cadavre dans la main, elle serra longuement les doigts pour le réduire en une masse informe. Enfin, elle se pelotonna dans son édredon et reprit calmement son attente. La voiture, une Mini Morris verte, avait basculé par-dessus le rebord d'une petite dépression et atterri comme un gros insecte quelques mètres plus bas sur un plateau herbeux. Elle devait être là depuis des années, livrée au pillage, jouet clandestin pour les enfants du coin,
Refuge inespéré pour les vagabonds, comme cet alcoolique septuagénaire qui avait découvert le corps. Les roues avant manquaient. Les roues arrière étaient mangées de rouille, et leurs pneus racornis incrustés dans le sol. La peinture était écaillée, délavée. Le volant avait disparu et il ne restait rien du tableau de bord. 2 lampes à arc, respectivement installées au sommet du talus et au bord du plateau, éclairaient sa carcasse délabrée. Ainsi illuminée, songea Harrison, elle ressemblait à une sculpture moderne grotesque et prétentieuse, symboliquement placée aux portes du chaos. Le siège arrière, dont le rembourrage s'échappait à travers le plastique fendu, avait été sorti du véhicule et gisait à côté. Sur le siège avant, reposait le corps d'une jeune fille. Ses genoux étaient pudiquement serrés, ses yeux vitreux à peine ouverts, avaient quelque chose de rusé, et sa bouche, qui ne portait pas trace de rouge à lèvres, était figée dans un sourire que prolongeaient 2 filets de sang. Le visage, au regard vide de clown, avait sans doute été joli, et gardait une fragilité enfantine. Le manteau, certainement trop léger pour une nuit de début novembre, était remonté jusqu'à la taille. Les jambes, gainées de bas, étaient entièrement découvertes, laissant voir jusqu'aux porte-jartelles, dont les agrafes mordaient dans la chair blanche et grassouillettes des cuisses. Examinant le corps sous les yeux attentifs de Lorimer et Doyle, il s'étonnait, comme bien souvent en pareil cas, que la scène eût l'air à ce point irréelle, anormale, si singulièrement et ridiculement déplacée qu'il dut retenir un rire nerveux. Cette impression, il ne la ressentait pas aussi fortement quand le cadavre était déjà en décomposition. Pour lui, c'était alors comme si la chair pourrie rongeait de verre, comme si les vêtements souillés et en lambeaux retournaient déjà à la terre qui collait à eux, prête à les engloutir. Et il ne leur trouvait rien de plus extraordinaire qu'un tas de compost ou de feuilles en train de se décomposer. Mais là, avec ses projecteurs qui accusaient les formes et les couleurs, le corps, d'apparence encore si humaine, était à la fois burlesque et absurde. Et la joue pâle semblait aussi artificielle que le plastique taché contre lequel elle reposait. Il paraissait grotesque, qu'on ne put rien pour elle. Comme toujours, il dut réfréner son envie de coller sa bouche à la sienne, de plonger une aiguille dans le cœur encore chaud pour tenter de la ranimer. Il s'était étonné de trouver sur place le nouveau directeur du laboratoire de recherche légale, Maxime Euwerth, jusqu'au moment où il se rappela l'avoir entendu dire qu'il s'occuperait du prochain meurtre. Sans doute attendait-on de lui un commentaire. Retirant la tête de l'intérieur de la voiture, il se retourna et dit « On l'a certainement étranglé avec les mains. Le saignement de la bouche a été provoqué par la langue prise entre les dents. Cette forme de strangulation correspond forcément à un meurtre. Il ne peut s'agir d'un suicide. » Euwerth répondit d'une voix neutre. « Je m'étonne que le coup ne porte pas davantage de marques. Ça peut arriver. Des marques, il y en a toujours, mais elles sont plus ou moins importantes selon la position de l'agresseur et de la victime, la façon dont le coup a été saisi, le degré de pression. Je vais sûrement découvrir des contusions profondes, même si, superficiellement, on ne voit pas grand-chose. C'est ce qui arrive quand le meurtrier maintient sa pression jusqu'au moment de la mort. Les vaisseaux sont vidés de leur sang et le cœur a cessé de battre avant que les mains ne se soient retirées. La mort est survenue par asphyxie, je ne doute pas d'en trouver les signes. Mais ce qui est intéressant ici, c'est le spasme cadavérique. Comme vous le voyez, sa main est crispée sur la poignée de son sac. Les muscles sont absolument rigides, ce qui prouve que les doigts se sont refermés à l'instant de la mort. C'est la première fois que je vois un spasme cadavérique dans un cas de strangulation manuelle, très intéressant. Elle doit être morte extrêmement rapidement. Mais vous comprendrez mieux ce qui s'est passé en lisant le rapport d'autopsie. L'autopsie, bien sûr, songea Euwerth. Il se demandait quand Harrison allait s'y mettre. Il n'avait pas peur pour ses nerfs, mais pour son estomac. Et il regrettait maintenant de s'être engagé à y assister. Une fois qu'on était mort, il n'y avait plus d'intimité. La seule chose qu'on pouvait espérer, c'était un peu de respect. Il lui paraissait monstrueux que demain un étranger comme lui puisse contempler sans honte la nudité de cette fille.
Mais pour l'instant, il en avait bien assez vu. Il pouvait se retirer sans perdre la face. Remontant le col de son Burberry contre le vent frais du matin, il gravit le talus et se planta au bord du chemin pour regarder la scène. Avec cet éclairage, les rares moments d'activité coupés de longues attentes, l'attention portée aux détails, on aurait dit le tournage d'un film. Le corps aurait parfaitement pu être celui d'une actrice simulant la mort. Il s'attendait presque à voir un policier s'approcher d'elle pour réarranger ses cheveux. Le jour était tout proche. Derrière lui, à l'est, le ciel commençait déjà à pâlir, et le terrain vague qui était apparu tout à l'heure, comme un néant d'obscurité, prenait lentement une forme et une identité. À l'ouest, il voyait s'allumer les premières fenêtres d'une rangée de maisons modestes dont les façades se devinaient à peine sous la découpe sombre de leurs toits identiques et bien alignés. Le chemin chaotique par lequel il était arrivé et qui, dans la lumière des phares, avait cet aspect raboteux des paysages lunaires, retrouvait un aspect banal en même temps qu'une direction. Rien ne semblait plus mystérieux. Il avait devant lui un terrain vague situé aux confins de la ville, semé de détritus, entouré de rares arbres surplombant un fossé. Il savait le fossé, plein d'orties et de choses innommables. Les arbres malmenés par des vandales, leurs troncs labourés d'initiales, des rameaux cassés pendant à leurs branches inférieures. C'était un no man's land urbain, l'endroit idéal pour un crime. Il avait eu tort de venir, bien sûr. Il aurait dû comprendre que le rôle de voyeur était toujours ignoble. Et rien n'était plus démoralisant que de rester planté sans rien faire devant des hommes qui déployaient leurs compétences professionnelles. Garrison, l'expert en cadavres qui semblait pratiquement renifler le corps, les photographes, qui ne parlaient que d'angles et d'éclairage, l'inspecteur Doyle, impresario de la mort, enfin responsable d'un meurtre, laissant percer l'excitation d'un gosse qui vient de recevoir un nouveau jouet. Alors qu'il attendait l'arrivée de Garrison, Doyle avait même carrément ri, d'un gros rire éclatant dans le vide. Et Lorimer? Avant de s'approcher du corps, il s'était discrètement signé. Le geste avait été si bref qu'il aurait échappé à Evers s'il n'avait prêté attention à tout ce que faisait Lorimer. Les autres n'avaient pas paru étonnés. Peut-être avaient-ils l'habitude. Domenica ne lui avait pas dit que Lorimer était pratiquant. Mais il est vrai que sa sœur ne lui racontait rien de son amant. Elle ne l'avait même pas informé que l'aventure était terminée. Mais à voir la tête que faisait Lorimer depuis un mois, il avait compris sans difficulté. La tête de Lorimer, les mains de Lorimer, c'était curieux qu'il n'ait pas remarqué la longueur de ses doigts avant de le voir emballer très délicatement la main de la fille dans un sac de plastique pour éviter, ainsi qu'il l'avait expliqué du ton professionnel qu'exigeait son rôle d'instructeur, que rien ne soit perdu de ce qui pouvait être analysé. Et lorsqu'il avait prélevé du sang au bras mou et charnu du cadavre, il avait enfoncé l'aiguille dans la veine avec autant de précaution que s'il risquait encore de lui faire mal. Les mains de Lorimer. Evers chassa de son esprit les images trop parlantes qui le torturaient. Jusqu'ici, il avait parfaitement supporté les amants de Domenica. Il n'avait même jamais été jaloux de son défunt mari. Il avait trouvé tout à fait normal qu'elle ait fini par se marier, comme elle aurait acheté, dans un moment d'ennui et par besoin de nouveauté, un manteau de fourrure ou quelques bijoux. En fait, Charles Sheffield lui avait été sympathique. Alors comment se faisait-il que la pensée de Lorimer dans le lit de sa sœur lui eût dès le départ été intolérable? Dans son lit proprement dit, il n'avait d'ailleurs jamais pu y être. En tout cas, pas à Lemmings. Une fois de plus, il se demanda dans quelles conditions il se retrouvait, comment Domenica s'y était prise pour avoir un nouvel amant sans que le laboratoire l'apprenne, sans que tout le village soit au courant. Où et comment pouvaient-ils donc se rencontrer? L'histoire avait nécessairement dû commencer à ce dîner désastreux d'il y a un an. À l'époque, il lui avait paru à la fois naturel et convenable de fêter sa nomination en invitant chez lui les principaux membres du personnel. Il se souvenait du menu. Melon, bœuf stroganoff et salade. Comme lui,
Domenica adorait bien manger, et parfois même faire la cuisine. Il avait ouvert à cette occasion un Bordeaux de 1961 parce que Dom et lui en avaient envie, et qu'il ne lui serait pas venu à l'idée d'offrir moins à ses hôtes. Sa sœur et lui s'étaient changés comme ils en avaient l'habitude. Ils trouvaient amusant de s'habiller pour dîner, et de séparer ainsi leur journée de travail de la soirée qu'ils passaient ensemble. Ce n'était pas sa faute si Bill Morgan, l'inspecteur des voitures, était venu en pantalon de velours avec une chemise sans cravate. Ni lui ni Dom ne se souciaient de la façon dont leurs invités s'habillaient. Si Bill Morgan s'était senti gêné, il apprendrait à mieux choisir la manière de se vêtir ou à être excentrique avec plus de confiance. Jamais il n'était venu à l'esprit de Evers que les 6 responsables qu'il avait réunis à sa table, éclairés aux chandelles, et que même le vin n'avait pas déridé, interpréteraient toute cette soirée comme une charade gastronomique dont le but était de prouver sa supériorité sociale et intellectuelle. Paul Middlemass, responsable scientifique de l'examen des documents, avait heureusement apprécié le vin, remplissant lui-même son verre en observant son hôte de ses yeux ironiques. Et Lorimer n'avait pratiquement rien mangé ni bu. Il retirait son verre avec irritation à chaque fois qu'on voulait le remplir, et fixait sur Domenica des regards brûlants comme si jamais auparavant il n'avait vu de femme. Et c'est sans doute ainsi que l'affaire avait commencé. Pour ce qui est de savoir quand ils s'étaient revus, comment ils s'étaient retrouvés, Domenica ne lui en avait rien dit. À tout point de vue, le dîner avait été un fiasco, mais il continuait à se demander ce que ses hôtes avaient espéré. Une soirée passée à boire dans la douillette salle réservée du Moonraker, une fête dans la salle communale avec le personnel complet du laboratoire, y compris la femme de ménage, Mrs. Bidwell, et le gardien, le vieux Scobie, des rires et des chansons dans le pub de l'endroit. En fait, il s'était peut-être dit que le premier geste aurait dû venir de leur part. Mais c'eût été admettre qu'il y avait 2 camps. Or, la légende voulait que le laboratoire formât une seule équipe, travaillant au même but, sous la gouverne à la fois souple et ferme du directeur. À Bruch, il s'en était fort bien tiré. Mais il dirigeait là un laboratoire de recherche œuvrant dans un unique domaine. C'était tout autre chose que de diriger une équipe dont les membres étaient spécialisés dans une douzaine de disciplines, suivaient des méthodes personnelles et devaient pouvoir défendre leurs conclusions là où leur qualité d'expert serait littéralement jugée, c'est-à-dire à la barre des témoins dans un tribunal. Il n'y avait guère d'endroit au monde où l'on était plus solitaire, et lui-même ne s'y était jamais trouvé. Il savait que le docteur Mack, son prédécesseur, avait parfois, selon son expression, mis la main à la pâte, trottant de ci de là sur les lieux d'un crime comme un vieux chien de chasse retrouvant des odeurs à demi oubliées, effectuant lui-même les analyses et apparaissant finalement à la barre comme un prophète ressuscité de l'Ancien Testament, respectueusement salué par le juge et aussi chaleureusement accueilli par les avocats qu'un vieux camarade de beuverie après une longue absence. Mais ce comportement n'était pas fait pour lui. Il avait pour fonction de diriger le laboratoire et il le dirigerait à sa façon. Dans la lumière glacée de l'aube, il se demandait avec une honnêteté un peu morbide si sa décision de suivre le prochain meurtre depuis l'endroit où il avait été commis jusqu'au procès correspondait à son désir d'apprendre ou à l'envie de faire bonne impression, voire de se concilier les membres du personnel, de leur montrer qu'il appréciait leurs qualités et souhaitait faire équipe avec eux. Si tel était le cas, il s'était lourdement trompé, ajoutant ainsi à la liste des erreurs qu'il accumulait depuis son entrée en fonction. Elle semblait avoir presque terminé. On avait dégagé le sac des doigts raides de la fille, et de ses mains gantées, Doyle en étalait le maigre contenu sur un plastique posé sur le capot de la voiture. Un porte-monnaie, un tube de rouge à lèvres, une feuille de papier pliée. Pauvre gosse. C'était probablement une lettre d'amour. Evert se demanda si Lorimer avait écrit à Dom. Quand le facteur arrivait, il était toujours le premier à la porte et il avait coutume d'apporter son courrier à sa sœur. Il se pouvait que Lorimer le sût. Mais comment se serait-il passé d'écrire?
Il fallait bien qu'il se fixe rendez-vous. Et Lorimer pouvait difficilement téléphoner, sachant que lui, Evers, risquait de prendre la communication. Maintenant, on déplaçait le corps. Le fourgon de la morgue s'était rapproché et le brancard attendait. Les policiers avaient sorti de leur voiture des barrières métalliques et s'apprêtaient à les dresser autour de la Morris. Bientôt, il y aurait là les spectateurs habituels, les enfants trop curieux chassés par les adultes, les photographes de presse. Ils voyaient Lorimer et Kerrison discuter un peu à l'écart, leurs têtes sombres toutes proches l'une de l'autre. Doyle rangeait son calepin et surveillait l'enlèvement du corps comme s'il s'agissait de la pièce maîtresse d'une exposition et qu'il craignait que quelqu'un ne l'abîme. Il faisait presque jour. Il attendit que Kerrison eût regagné le chemin et marcha avec lui jusqu'à l'endroit où les voitures étaient garées. Son pied heurta une boîte de bière qui rebondit sur les cailloux et aboutit contre la carcasse rouillée de ce qui semblait être un vieux landau. Le bruit sec comme un coup de pistolet le fit tressaillir. « Drôle d'endroit pour mourir, » dit-il d'une voix sinistre. « Mais où sommes-nous au juste? Je me suis laissé guider par les voitures de la police. » Les gens du coin appellent cet endroit la marnière. On en extrait depuis le Moyen-Âge un mélange d'argile et de calcaire. Il n'y a pas de véritable roche dans la région. Alors on se servait de cette marne pour la construction, même pour les intérieurs d'églises, comme à Ely, la chapelle Notre-Dame. La plupart des villages ont leur marnière. Aujourd'hui, bien sûr, on ne les exploite plus, et au printemps, en été, certaines font un très joli paysage, de petits oasis de fleurs sauvages. Il parlait d'un ton mécanique comme un guide répétant pour la énième fois un texte appris par cœur. Lorsqu'il eut regagné sa voiture, il parut soudain sur le point de tomber et de chercher appui contre la carrosserie. Evers se demanda s'il était malade ou si c'était seulement un effet de la fatigue. Puis le médecin se redressa et, s'efforçant de mettre un peu d'entrain dans sa voix, il annonça « Je m'occuperai de l'autopsie demain à l'hôpital Saint-Luc. On vous expliquera où me trouver à l'entrée. Je laisserai des instructions. » Il eut un geste d'adieu et un sourire forcé, puis se glissa dans la voiture et ferma la portière. Lentement, la Rover rejoignit la route. Evers avait conscience que Doyle et Lorimer étaient à côté de lui. L'excitation de Doyle était presque palpable. Il se tourna pour regarder au-delà de la marnière la lointaine rangée de maisons dont les murs de briques jaunes et les petites fenêtres carrées étaient désormais parfaitement visibles. Il doit être par là, probablement au lit. En tout cas, s'il ne vit pas seul. Ce ne serait pas logique qu'il soit debout si tôt, non? Il doit être couché à se demander comment avoir l'air naturel, à attendre le bruit d'une voiture, un coup de sonnette à la porte. S'il vit seul, bien sûr, c'est une autre affaire. En ce cas, il doit rôder dans la pénombre, se demandant s'il ferait bien de brûler ses vêtements, d'ôter la boue de ses chaussures. Mais il ne pourra pas se débarrasser de tout, supprimer toutes les traces. Et pour ses vêtements, la chaudière est trop petite. En plus, quelle explication donnerait-il si on demandait à les voir? C'est donc possible qu'il ne fasse rien, qu'il reste simplement couché à attendre. Il n'a pas fermé l'œil cette nuit et il ne dormira pas avant un bon bout de temps. Evers ne se sentait pas bien. La veille, il avait dîné tôt et légèrement et il savait qu'il avait faim. Avoir la nausée avec l'estomac vide était particulièrement désagréable. Il contrôla sa voix, ne montrant rien qu'un intérêt professionnel. « Vous pensez donc que le cas est simple? » Les crimes locaux sont toujours simples. Et c'est un crime local, j'en suis certain. Le type était marié. Dans le sac de la fille, on a retrouvé un billet d'entrée pour le bal du coin et une lettre de menace au cas où elle continuerait à s'intéresser à un autre. Un étranger n'aurait pas connu cet endroit. Et s'il l'avait connu, elle n'aurait pas accepté de s'y rendre avec lui. D'après l'air qu'elle avait, ils doivent être restés tranquillement ensemble jusqu'au moment où il a porté les mains à sa gorge. Tout ce qu'il reste à savoir, c'est s'ils sont venus ensemble ou s'il est arrivé plus tôt et qu'il l'a attendu. Vous avez pu identifier la fille? Pas encore.
Il n'y avait pas d'agenda dans son sac. Ce n'était pas le genre de fille à ça. Mais je saurai d'ici une demi-heure. Il se tourna vers Lorimer. Je voudrais que les pièces à conviction soient au labo aux environs de 9 heures. Je vous serai reconnaissant de commencer par vous occuper de ça, d'accord? Lorimer répondit d'un ton sec. Le meurtre a toujours priorité, vous le savez bien. L'air satisfait qu'afficha Doyle eut le don d'agacer Evers. Je suis ravi de vous l'entendre dire, parce que l'affaire Goodrich, ça commence à bien faire. Je suis passé au service de biologie hier, et Bradley m'a dit que le rapport n'était pas encore prêt. Il travaillait sur un détail concernant la défense. Tout le monde connaît la fable qui veut que le labo soit indépendant de la police. Parfois, je suis le premier à m'y accrocher. Mais le vieux Huggett l'a tout de même créé comme laboratoire de police. Et de temps en temps, il faut bien s'en souvenir. Alors soyez gentil, grouillez-vous avec cette affaire. Je voudrais régler ça en vitesse. Il se balançait doucement sur ses talons, tout sourire, le nez pointé dans l'air frais du matin comme un chien réjoui par la chasse qui s'annonce. Evers trouvait curieux qu'il n'ait pas saisi la menace qui perçait dans la voix de Lorimer. Celui-ci reprit. « Il nous arrive de travailler pour la défense quand on nous le demande et que tout est en ordre en ce qui concerne les pièces à conviction. C'est la politique du ministre. Nous ne sommes pas encore un laboratoire de police, même si vous venez fourrer votre nez dans nos affaires comme si c'était chez vous. Et dans mon secteur, c'est moi qui décide des priorités. Vous aurez votre rapport aussitôt qu'il sera prêt. En attendant, si vous avez quelque chose à demander, adressez-vous à moi, pas à l'un de mes employés. Et à moins qu'on ne vous y invite, ne mettez plus les pieds dans mon laboratoire. » Sans attendre de réponse, il se dirigea vers sa voiture. Doyle le regarda s'en aller avec une expression mêlée de colère et de surprise. « Sacrebleu! Son laboratoire, mais qu'est-ce qui lui prend? Depuis quelque temps, il n'est pas à prendre avec des pincettes. Il va se retrouver chez les fous s'il ne se reprend pas en main. » Il avait raison, dit froidement Evers. Ce n'est pas aux membres de son équipe, mais à lui que vous devez adresser toutes les demandes concernant le travail. Et avant de pénétrer dans un laboratoire, l'habitude veut qu'on en demande l'autorisation. Doyle encaissa le coup. Il fronça les sourcils. Son visage se durcit. Evers le vit lutter pour conserver son air habituel de bonne humeur en dépit de l'agressivité qui montait en lui. Dans son labo, le vieux docteur Mack faisait bon accueil à la police, dit Doyle. Il avait la curieuse idée que sa première mission consistait à l'aider. Si nous sommes devenus indésirables, il faudra avertir le chef. Ce sera à lui de nous donner de nouvelles instructions. Sur quoi, il tourna les talons et regagna sa voiture sans ajouter un mot. Maudit Lorimer, songea Evers. Tout ce qu'il touche se retourne contre moi. Et il fut pris d'un sentiment de haine si vif, si physique, qu'il eut un haut-le-corps. Si seulement le cadavre qu'on venait de retrouver était celui de Lorimer. Si seulement c'était son cadavre à lui qui le lendemain devait être soumis à l'autopsie, éviscéré dans toutes les règles de l'art. Il savait ce qui ne tournait pas rond chez lui. Le diagnostic était aussi simple qu'il était humiliant. Cette fièvre infectieuse, longtemps réprimée, qui s'éveillait soudain et provoquait les pires tourments, ne trompait pas. La jalousie, il en prenait soudain conscience, était tout aussi physique que la peur. Elle s'accompagnait du même dessèchement de la bouche, des mêmes palpitations, de la même inquiétude supprimant le sommeil et la paix. Et il comprenait que cette fois le mal était incurable. Que l'aventure fut terminée, que Lorimer souffrit peut-être autant que lui, n'y changeait rien. Il sentait bien que ni la raison, ni la distance, ni le temps ne pourraient le guérir. Son mal ne prendrait fin qu'avec la mort, qu'il s'agisse de sa mort à lui ou celle de Lorimer. À 6h30, dans la chambre à coucher du 2 Acacia Close, à Shavisham,
Susan Bradley, la femme de l'expert scientifique du service de biologie du laboratoire Huggett, fut réveillée par le gémissement plaintif de son bébé de 2 mois, réclamant son premier repas. Elle alluma la lampe de chevet, dont l'abat-jour à fronce laissait filtrer une lumière rose, enfila sa robe de chambre et se dirigea d'un pas endormi vers la salle de bain, d'où elle rejoignit la chambre d'enfant. C'était une pièce minuscule, située à l'arrière de la maison. Mais lorsqu'elle eut allumé la lumière, elle sentit une fois de plus s'éveiller sa fierté de mère et de propriétaire. Dans le demi-sommeil où elle flottait encore, la vision de la pièce la ragaillardit. La chaise d'enfant au dossier décoré de lapins, la commode assortie sur laquelle elle donnait les soins, le berceau d'osier auquel elle avait mis une cotonnade à fleurs assortie au rideau, le papier peint peuplé de personnages de contes dont Clifford avait tapissé les murs. À son approche, les pleurs de l'enfant redoublèrent. Elle prit dans ses bras le chaud cocon fleurant le lait et lui chantonna des mots rassurants. Aussitôt les cris se calmèrent, et la bouche humide de Debbie, s'ouvrant et se fermant comme la bouche d'un poisson, se mit à la recherche de son sein, tandis que ses petits poings s'agrippaient au tissu froissé de sa chemise de nuit. Les manuels disaient de changer le bébé d'abord, mais elle ne pouvait jamais se résoudre à faire attendre Debbie. Et puis elle avait une autre raison. Comme dans tant de maisons modernes, les murs étaient très minces, et elle ne voulait pas que les cris réveillent Cliff. Mais soudain, elle le vit à la porte, un peu chancelant, la veste de son pyjama grande ouverte. Son cœur se serra. Elle s'efforça de parler d'un ton léger, naturel. « J'espérais qu'elle ne t'avait pas réveillé. Mais il est plus de 6h30. Elle a dormi 7 heures sans dire un mot. C'est bien, non? » « J'étais déjà réveillé. »« Va te coucher, Cliff, tu peux dormir encore 1 heure. Je n'arrive pas à dormir. » Il regarda autour de lui d'un air déconcerté, comme s'il était surpris de ne pas trouver le siège. Suzanne dit « Prends le tabouret de la salle de bain et mets ta robe de chambre, tu vas attraper froid. » Il mit le tabouret contre le mur et s'y assit, l'air misérable. Suzanne leva la tête, décollant sa joue du crâne si doux du bébé. La bouche avide s'accrocha de plus belle à son sein, l'enfant ouvrant ses petites mains dans une extase de satisfaction. Suzanne se dit qu'elle devait rester calme, qu'elle devait éviter de laisser l'inquiétude lui nouer les nerfs et les muscles. Tout le monde disait que c'était mauvais pour le lait. « Qu'est-ce qui ne va pas, mon chéri ?» demanda-t-elle d'une voix douce. Mais elle connaissait la réponse. Elle savait ce qu'il allait dire. À l'idée qu'elle ne pouvait même pas nourrir Debbie en paix, elle éprouva pour la première fois un sentiment de révolte qui l'effraya. Et elle souhaita qu'il reboutonne son pyjama. Assis là, replié sur lui-même et à demi nu, il avait presque l'air d'une loque. Elle se demanda ce qui lui arrivait. Avant la naissance de Debbie, elle n'avait jamais senti rien de pareil à l'égard de Cliff. « Je n'en peux plus. Je ne pourrais pas aller au labo aujourd'hui. »« Tu es malade ?» Mais elle savait que ce n'était pas le cas. Du moins pas encore. Cependant, il finirait bien par tomber malade si l'on ne faisait rien du côté de Lorimer. L'accablement familier l'envahit. Dans les livres, on parle du poids écrasant des soucis. C'était bien ce qu'elle ressentait. Un fardeau permanent pesant sur ses épaules et sur son cœur, supprimant toute joie, annihilant jusqu'au plaisir que pouvait lui donner Debbie. Pour finir, peut-être, détruirait-il même l'amour. Sans un mot, elle installa plus confortablement contre elle le chaud petit paquet. « Il faut que j'arrête ce boulot. C'est fini, Sue. Je ne peux pas continuer. Il me met dans un tel état que je finis par être aussi nul qu'il le dit. Mais Cliff, tu sais bien que ce n'est pas vrai. Ton travail, tu le fais très bien. On ne s'est jamais plaint de quoi que ce soit dans ta dernière place. Je n'avais pas autant de responsabilités. Lorimer pense que j'aurais dû rester où j'étais et il a raison. Il a tort. Chérie, tu ne dois pas le laisser saper ta confiance. C'est fatal. Tu es consciencieux, on peut compter sur toi, tant pis si tu travailles moins rapidement que les autres.
Ce n'est pas important. D'après le docteur Mack, ce qui compte, c'est la précision. Qu'est-ce que ça peut faire si tu prends ton temps? Tu finis bien par arriver à un résultat, non? Non. Plus maintenant. Même dans les travaux les plus simples, j'ai peur de me tromper. Dès que je le sens à côté de moi, mes mains tremblent. Et maintenant, il commence à vérifier tous mes résultats. Je viens de finir l'examen des tâches du maillet du meurtre de Pasco. Mais je sais qu'il va tout refaire, même si ça lui prend la soirée. Et bien sûr, il va le dire à tout le monde. Elle savait que Cliff ne supportait pas d'être rudoyé, d'être houspillé. Peut-être cela venait-il de son père. Le vieillard avait eu une attaque et se trouvait paralysé. Sans doute aurait-elle dû éprouver de la pitié pour lui, maintenant qu'il gisait impuissant sur un lit d'hôpital, comme un arbre abattu, incapable de parler, fixant avec colère ceux qui venaient le voir. Mais d'après les rares confidences de Cliff, il avait été un bien mauvais père. Instituteur raté, il avait reporté sur son fils toutes ses ambitions. Il terrorisait Cliff, alors que Cliff avait besoin d'encouragement et d'affection. Qu'est-ce que cela pouvait faire s'il n'était jamais promu à un poste plus élevé? Il était plein d'égards et de gentillesse. Il s'occupait d'elle et de Debbie. C'était son mari, elle l'aimait. Mais il ne devait pas démissionner. Quel autre emploi pourrait-il trouver? Quel autre travail pourrait-il lui convenir? En East Anglia, il n'y avait pas moins de chômage qu'ailleurs. Et puis il fallait payer l'hypothèque, l'électricité pour le chauffage central. Debbie avait besoin de chaleur. Il n'était pas question de faire des économies, les traites de la chambre à coucher. Même les meubles de la chambre de Debbie n'étaient pas complètement payés. Pour elle, elle avait voulu que tout soit neuf, que tout soit joli, mais cela leur avait coûté le reste de leurs économies. « Est-ce que tu ne pourrais pas demander une mutation ?» dit-elle. « Avec la réputation comme fait Lorimer, personne ne voudra de moi. » Le désespoir que traduisait sa voix lui brisait le cœur. Dans sa branche, il est probablement le meilleur. S'il pense que je ne suis bonne à rien, je ne suis bonne à rien. Cette attitude aussi, ce respect que, victime, il manifestait pour son oppresseur commençait à l'agacer. À certains moments, horrifiée de sa propre déloyauté, elle en arrivait même à comprendre le mépris du docteur Lorimer. « Pourquoi ne vas-tu pas voir le directeur ?» suggéra-t-elle. « Si c'était toujours le docteur Mack, je l'aurais déjà fait. Mais avec Hevers, il n'y a rien à espérer. Il est nouveau. Il ne veut pas d'ennui avec les responsables, surtout maintenant qu'on s'apprête à emménager dans le nouveau labo. » Elle songea alors à Mr. Middlemas. C'était le responsable de la section des documents, et elle avait été sa secrétaire avant de se marier. C'est au laboratoire Huggett qu'elle avait fait la connaissance de Cliff. Peut-être pourrait-il arranger quelque chose, dire un mot pour eux à Hevers, utiliser son influence auprès de l'administration. Elle ne voyait pas très bien de quelle façon il pourrait l'aider, mais elle avait tellement besoin d'espoir. Ça ne pouvait pas continuer comme ça. Cliff allait faire une dépression, et s'il tombait malade, comment se débrouillerait-elle avec un bébé sur les bras? Mais Mr. Middlemas devait pouvoir les aider. Elle avait tant besoin de faire confiance à quelqu'un qu'elle avait toute confiance en lui. Elle se tourna vers Cliff. « Ne t'inquiète pas, mon chéri, tout va s'arranger. On va trouver une solution. Tu iras travailler comme d'habitude et on en reparlera ce soir. »« Comment veux-tu? Ta mère vient dîner. Et quand elle sera repartie, elle prendra le bus de 8h moins le quart. On parlera après. » « Je ne peux pas continuer comme ça, Sue. Ce ne sera pas nécessaire, j'ai une idée. Tout va s'arranger, mon chéri. Je te le promets, tout va s'arranger. » « Maman, tu savais que chaque être humain est unique? » Bien sûr, ça tombe sous le sens, non? Il n'y a qu'un exemplaire de chaque personne. Tu es toi et je suis moi. Passe la marmelade à ton père et fais attention à ne pas traîner tes manches dans le beurre.
Brenda Pridmore, récemment nommée réceptionniste au laboratoire Huckett, poussa la confiture d'orange à travers la table et entreprit de découper méthodiquement le blanc de son œuf au plat en tranches fines, retardant ainsi qu'elle le faisait depuis sa petite enfance l'instant cataclysmique où elle plongerait sa fourchette dans le luisant dôme jaune. Mais elle s'adonnait à ce petit rituel personnel de façon presque automatique. Son esprit était tout à l'excitante nouveauté de son premier emploi. Je veux dire biologiquement unique. L'inspecteur Blacklock, l'officier de liaison adjoint de la police, m'a dit que tous les êtres humains ont des empreintes uniques et qu'il n'existe pas deux types de sang exactement pareils. Si les savants avaient suffisamment de systèmes, ils pourraient tous les distinguer, les types de sang, je veux dire. Il pense qu'un jour ça arrivera. Un expert en sérologie pourra dire avec certitude d'où tel sang provient, même à partir d'une tache. Mais le sang séché pose des problèmes. Avec le sang frais, c'est nettement plus facile. Drôle de travail que tu t'es trouvé là. Mrs. Pridmore rajouta de l'eau bouillante dans la théière et revint s'asseoir. Dans la cuisine, dont les rideaux de cretonne à fleurs étaient encore fermés, régnait une chaude atmosphère familiale où se mêlait une odeur de thé, de lard frit et de pain grillé. « Je ne sais pas si j'aime l'idée que tu travailles sur des bouts de cadavres et des habits tachés de sang. J'espère que tu te laves bien les mains avant de rentrer à la maison. Mais maman, ça ne se passe pas comme ça. Les pièces à conviction arrivent toutes dans des sacs en plastique. Et comme tout doit être fait avec précision, chaque sac est étiqueté et répertorié. C'est très important, tu comprends? C'est ce que l'inspecteur Blacklock appelle l'intégrité des preuves. À part ça, on ne travaille pas sur des bouts de cadavres. » Se rappelant brusquement les bouteilles scellées, renfermant des contenus d'estomac, des morceaux de foie, d'intestin soigneusement disséqués, ce qui à tout prendre n'était en rien plus effrayant que ce qu'on expose dans les laboratoires scolaires, elle s'empressa de dire « En tout cas, pas de la manière dont tu l'entends. C'est le docteur Kerrison qui se charge du découpage, un médecin légiste qui travaille pour le laboratoire. Bien sûr, on nous envoie parfois des organes à analyser. » L'inspecteur Blacklock, qu'elle s'en souvenait, lui avait dit qu'un jour on avait mis une tête entière dans le réfrigérateur du laboratoire. Mais ce n'était pas le genre de choses à dire à sa mère. Depuis lors, le réfrigérateur, aussi net et brillant qu'un appareil chirurgical, exerçait sur elle une fascination sinistre. Heureusement, un nom familier avait retenu l'attention de Mrs. Pridmore. « Je vois très bien qu'est le docteur Kerrison. Il habite le vieux presbytère de Shavisham, à côté de l'église, non? Sa femme s'est enfuie avec un des médecins de l'hôpital, l'abandonnant avec 2 gosses, cette drôle de fille, un petit garçon, le pauvre. Tu te souviens du scandale, Arthur? » Son mari ne répondit rien, ce qui d'ailleurs ne la surprit nullement. Il était entendu depuis très longtemps que Mr. Pridmore laissait à ses femmes la conversation du petit-déjeuner. Brenda poursuivit joyeusement. « La science légale ne fait pas qu'aider la police à découvrir qui est coupable. On s'occupe aussi de disculper les innocents. Les gens ont trop tendance à l'oublier. Il y a justement eu un cas le mois dernier. Bien sûr, je n'ose pas mentionner de nom. Une choriste de 16 ans a accusé son pasteur de l'avoir violée. Eh bien, il était innocent. J'espère bien, quelle horreur! Mais ça n'a pas été facile de le prouver. Par chance pour lui, il est sécréteur. » « Il est quoi? » ?»« Il sécrète son groupe sanguin dans tous ses liquides organiques. Ce n'est pas le cas de tout le monde. Grâce à ça, le biologiste a pu analyser sa salive et comparer son groupe sanguin avec les souillures de... « Pas à ta, Brenda, je t'en prie !» Les yeux fixés sur une tache de lait que présentait la nappe, Brenda se dit que la table du petit-déjeuner n'était effectivement pas l'endroit idéal pour faire part des connaissances qu'elle venait d'acquérir en matière de viol. Elle se rabattit donc sur un sujet plus sûr. « Le docteur Lorimer, c'est le responsable de la section de biologie, dit que je devrais préparer le concours d'assistant. D'après lui, je peux faire mieux qu'un simple travail de bureau. Une fois dans le secteur scientifique, je pourrais continuer à étudier. Parmi les plus grands représentants de la science légale, certains ont fait leur chemin comme ça. En tout cas, c'est ce qu'il dit.
Il va me proposer des lectures. En plus, il dit qu'il ne voit pas pourquoi je ne pourrais pas employer l'équipement du laboratoire pour mon travail pratique. Mais je ne savais pas que tu travaillais dans le service de biologie. Je n'y travaille pas. En général, je suis à la réception avec l'inspecteur Blacklock, et parfois je donne un coup de main au bureau central. Mais on s'est mis à discuter un après-midi où j'étais dans son laboratoire à contrôler des rapports pour les tribunaux avec son équipe. Depuis, il est très gentil avec moi. Il y a plein de gens qui ne l'aiment pas. Ils le trouvent trop strict. Mais d'après moi, il est timide, c'est tout. Il serait devenu directeur si le ministère de l'Intérieur n'avait pas imposé le docteur Heuwerth. Il a l'air de s'intéresser beaucoup à toi, ce monsieur Lorimer. Docteur Lorimer. Oui, docteur, si tu veux. Mais je ne comprends pas pourquoi il tient à se faire appeler docteur. Pour autant que je sache, il n'y a pas de malade dans son laboratoire. Il est docteur en philosophie, maman. En philosophie? Je croyais qu'il faisait un travail scientifique. Enfin, de toute manière, tu ferais mieux de te méfier. Ne sois pas ridicule, maman, il est vieux. Il doit avoir plus de 40 ans. Tu sais que le laboratoire est le plus ancien du genre dans le pays? Il y a des laboratoires légaux un peu partout, mais le nôtre est le premier. Le colonel Huggett l'a mis sur pied au château de Shovisham en 1860, alors qu'il était chef de la police départementale. Ensuite, quand il est mort, il a légué le château à son équipe. À l'époque, c'est tout juste si la science légale existait. D'après l'inspecteur Blacklock, le colonel Hogarth a été l'un des tout premiers commissaires de police principaux à en comprendre les possibilités. Il y a son portrait dans le hall. On est le seul labo qui porte le nom de son fondateur. C'est pour ça que le ministère de l'Intérieur est d'accord pour que le nouveau bâtiment continue de s'appeler Hogarth. Certaines polices envoient leurs pièces à conviction dans le laboratoire de leur région, mais en East Anglia, tout le monde va chez Hogarth. Et tu ferais bien d'y aller toi-même si tu veux être là-bas à 8h30. Et n'essaie pas de couper à travers le chantier du nouveau laboratoire, c'est dangereux. Surtout quand il ne fait pas très jour. Tu pourrais tomber dans les fondations ou reprendre une brique sur la tête. Les chantiers, c'est toujours risqué. Tu sais ce qui est arrivé à ton oncle Will? Je sais, maman. De toute manière, on n'a pas l'autorisation de passer par là. Et puis j'y vais à bicyclette, alors ne t'inquiète pas. C'est mes sandwichs ou ceux de papa? Les tiens, bien sûr. Tu sais que le mercredi, ton père déjeune à la maison. Aujourd'hui, je t'en ai préparé au fromage et aux tomates. Je t'ai aussi mis un œuf dur. Lorsque Brenda les eut quittés, Mrs. Pridmore s'assit pour boire une nouvelle tasse de thé et dit à son mari « Il me semble qu'elle s'est trouvée un bon travail. » Quand il condescendait à prendre la parole au petit-déjeuner, Mr. Pridmore parlait avec l'autorité magistrale que lui conférait sa qualité de chef de famille, de régisseur de Mr. Borland et d'ancien d'église. Il posa sa fourchette. « C'est un bon travail. Et elle a eu de la chance de l'obtenir. Il y en a bien d'autres qui auraient voulu l'avoir. La voilà fonctionnaire. Et tu as vu ce qu'on la paie? Bien plus que notre porcher, et avec ça, elle aura une retraite. Mais c'est une fille intelligente, on ne regrettera pas de l'avoir engagée. Par ici, les possibilités sont plutôt rares quand on sort de l'école. Et tu n'aurais pas voulu la voir partir pour Londres, non? En effet, Mrs. Pridmore n'aurait pas voulu que sa fille aille à Londres et y devienne la proie des voyous, des terroristes, et de ce que la presse appelait mystérieusement le théâtre de la drogue. Malgré tout le plaisir qu'elle y avait trouvé, ses rares visites à Londres avec le groupement féminin ou pour faire des achats n'avaient pas ébranlé sa conviction que Liverpool Street était la caverneuse entrée d'une jungle urbaine où des bandits armés de bombes et de seringues hantaient chaque station de métro et où, dans chaque bureau, des séducteurs guettaient les petites provinciales. Aux yeux de Mrs. Pridmore, Brenda était une très jolie fille. Il n'y avait pas de raison de le cacher. Même si elle avait hérité du cerveau de son père, elle tenait physiquement de sa mère. Et celle-ci n'avait aucunement l'intention de l'exposer aux tentations de Londres. Brenda était au mieux avec Gerald Borland, fils cadet du patron de son père. Il n'y avait pas de honte à admettre que ce serait pour elle un très beau parti. Bien sûr, il n'hériterait pas de la ferme principale. Mais il devait lui revenir une très jolie propriété du côté de Wisbech. Mrs. Pridmore ne comprenait pas ce qu'ils attendaient, ni pourquoi sa fille rêvait maintenant de faire carrière.
Son travail au laboratoire serait très bien jusqu'au moment où elle se marierait. Mais c'était bien dommage qu'on y parlât tellement de sang. Comme s'il lisait dans ses pensées, son mari dit « Bien sûr, c'est excitant pour elle. Tout est nouveau. Mais elle verra bientôt que son travail n'est pas plus passionnant qu'un autre. Je ne vois pas quel risque notre Brenda pourrait courir chez Huggett. » Cette conversation concernant le premier emploi de leur enfant unique revenait régulièrement, les rassurant l'un l'autre. Maintenant, Mrs. Pridmore pouvait en toute quiétude suivre sa fille en imagination tandis qu'elle pédalait vers son travail. Le long du chemin de terre traversant les champs de Mr. Bolen jusqu'à Tenpenny Road, dépassant le vieux cottage de Mrs. Burton, qui lorsqu'elle était enfant lui donnait du gâteau de riz et de la limonade, à Tenpenny Dyke, où, l'été, il lui arrivait encore de cueillir des primes verts, puis tournant à droite dans Chevisham Road, qui, sur 3 kilomètres, longeait les terres du capitaine Mersey avant de rejoindre le village. Chaque mètre du trajet lui était familier, lui apparaissait rassurant, sans danger. Sans ou pas sans, il n'y avait rien à craindre, même au laboratoire Huggett, qui faisait partie du village depuis plus de 70 ans, alors que le château lui-même avait bientôt 2 siècles. Non, rien de terrible ne pouvait y arriver à leur petite Brenda. Arthur avait raison. Réconfortée, Mrs. Pridmore ouvrit les rideaux et prit ses aises pour savourer une 3e tasse de thé. À 9h moins 10, le facteur s'arrêta devant le cottage Sprague, dans la périphérie de Chevisham, pour y remettre une unique lettre. Elle était adressée à Miss Stella Mawson, cottage La Lavande, Chevisham, mais le facteur était du coin, et la différence de nom ne le troubla pas. 4 générations de Sprague avaient vécu dans cette maison, et le triangle d'herbe poussant devant l'entrée était toujours appelé le pré des Sprague. Après y avoir ajouté un modeste garage de briques, une salle de bain et une cuisine moderne, le propriétaire actuel avait célébré la métamorphose du cottage en plantant une haie de lavande et en le rebaptisant. Mais les villageois considéraient le nouveau nom comme une excentricité d'étranger et estimaient ne pas avoir ni à l'utiliser ni à le reconnaître. Comme si elles partageaient leur opinion, la haie de lavande n'avait pas survécu au premier hiver, et le cottage Sprague restait le cottage Sprague. Angela Foley, 27 ans, secrétaire personnelle du directeur du laboratoire Huggett, prit l'enveloppe et, à la qualité du papier, à l'adresse parfaitement tapée et au cachet postal de Londres, devina aussitôt de quoi il s'agissait. C'était la lettre qu'elles attendaient. Elle la porta dans la cuisine, où elle et son amie prenaient leur petit déjeuner, et elle l'attendit sans un mot, observant le visage de Stella. Quand celle-ci eut fini de lire, elle demanda « Alors, c'est ce que nous craignions. Il ne peut pas attendre plus longtemps. Il veut vendre, tout de suite. Il a un ami qui voudrait l'avoir comme maison de week-end. En tant que locataire, nous avons un droit de préemption, mais il veut savoir lundi au plus tard si oui ou non. » Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.